Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes. Merci de nous suivre au Mali et à travers le monde. Merci de cette confiance que vous placez à Malijet. Aujourd'hui, nous retrouvons encore dans le cadre d'une grande interview que nous réalisons avec le directeur général de EDM SA. Alors, monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacqueté. Alors, depuis quelque temps, EDM, sous votre leadership, a engagé une opération spectaculaire de recouvrement auprès de vos gros débiteurs. Peut-on savoir à ce jour ce que l'opération a pu rapporter à EDM SA? Je vous remercie, monsieur Jacqueté. Je pense que c'est pas une opération spectaculaire. Tout d'abord, en ce mois béni, permettez-moi d'abord de souhaiter à tous les Maliens, à toute la communauté malienne, toute la communauté musulmane à travers le monde, bon Ramadan, que Dieu fasse que ce mois se passe très bien, ce mois béni puisse nous apporter la paix et la concorde dans notre pays, également dans nos différents foyers. Permettez-moi de vous dire que cette action n'est pas une action spectaculaire, comme beaucoup de gens puissent le penser. C'est que réellement, nous sommes une société commerciale, nous devons rendre le service à beaucoup de gens et que nous sommes dans l'obligation aussi de recouvrir maintenant nos impayés afin de pouvoir maintenant continuer à faire des investissements, continuer à développer le secteur de l'électricité sur l'étendue du périmètre qui nous sont concédés. Donc, sur ce point, on a, avec l'accord de plusieurs autorités, il y avait beaucoup de pistes de réflexion pour que la société puisse avoir maintenant une santé financière. À cela, il faut reconnaître que l'État accorde chaque année des subventions à la Société Énergie du Mali et également l'État nous permet d'avancer sur beaucoup de choses, notamment il nous aide sur la recherche des financements, etc. Mais quelque part, il va falloir aussi que nous aussi, ce que nous arrivons à livrer sur le réseau malien, que nous soyons capables et en mesure de le recouvrir pour permettre à ce que nous puissions avoir aussi une capacité d'autofinancement. C'est la seule raison qui nous a permis d'avancer sur lancer cette action, qui n'est pas une action en tant que telle, c'est juste une action normale de déroulement d'une société normale. Mais elle a rapporté aujourd'hui combien à EDM? Qu'est-ce qu'on peut le savoir? Au fait, c'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas le montant qui est très important, c'est juste que c'est une action qui permet à ce que maintenant la société puisse avoir une santé financière. De toutes les manières, une échéance d'une facture, comme vous le savez, au niveau des abonnements Internet, au niveau de Malivision, au niveau de l'ensemble même des opérateurs téléphoniques, une échéance due doit être payée. Donc peut-être que ça prenait un peu de temps avant que ça soit payé. Donc nous avons essayé maintenant de expliquer qu'une facture échue à la date d'échéance doit être payée. Raison pour laquelle maintenant nous avons mis des actions en place pour permettre à ce que les gens puissent avoir le temps quand même de payer et de distribuer les factures et également recouvrir maintenant cet argent pour permettre à ce que la société puisse fonctionner comme une société normale. Est-ce que l'opération, ça continue toujours ou bien c'est... Elle continue toujours. Elle continue toujours. Chaque jour qu'il y a une consommation, à la fin du mois, la facture est émise et l'échéance, c'est 2 semaines après la remise de facture au client. Donc, alors, vous avez parlé de la téléphonie, des sociétés de téléphonie. Il y a eu malheureusement cette affaire de chèque sans provision avec Sotelma Malitel. Comment cela est arrivé et comment vous l'avez géré? Au fait, c'est pas un chèque sans provision, c'est juste quelqu'un qui a voulu expliquer les choses. Sinon, Sotelma est là, vous pouvez le demander. C'est uniquement qu'au niveau de l'échéance, quand le chèque a été remis et qu'à au même moment que le gestionnaire de notre compte n'était pas disponible, c'était un vendredi, je me rappelle bien. Donc celui qui était là avait dit d'attendre lundi pour que le problème soit réglé. Et il n'y a pas eu de problème. Sotelma est là, elle peut vous le confirmer. Et j'ai appris sous les médias comme vous que nous avons émis des chèques impayés à la société, un chèque sans provision à la société, que de l'autre côté ils nous ont remis des chèques, etc. Tout ça, nous l'avons appris comme vous au niveau des médias. Sinon, vous pouvez demander auprès de la banque qui garantit nos opérations avec Sotelma s'il y a eu des problèmes ou pas. Alors, quelles sont vos ambitions pour cette société? L'ambition, elle est claire. C'est d'abord qu'on n'a que 3 axes de développement pour permettre à la société de se développer. Qui sont d'abord assurer la continuité des services,
étendre le réseau sur l'ensemble de notre périmètre concédé et aplanir maintenant nos relations clientèle. La perspective aujourd'hui, c'est que la société commence à se porter très bien. Elle commence à avoir d'autres dynamismes et à avoir maintenant un autre système de management qui permette à ce que nous puissions essayer ici au même niveau que les grandes sociétés d'électricité de la sous-région. Également, l'objectif pour nous, c'est qu'on garantit une continuité sans faille du produit d'électricité, que nous puissions avoir maintenant une société très compétente et très compétitive sur le marché et qui permette à ce que nous puissions avoir des produits innovants pour nous permettre d'étendre le réseau sur l'ensemble du territoire malien. Et à cela dit, ça ne peut aller que sans engagement, que ça ne peut pas aller sans un engagement fort de tout le monde, y compris nos clients, et que sur ce, je présente un peu mes excuses pour les petits désagréments qu'ils ont actuellement, notamment dû à des petits problèmes techniques que nous rencontrons. Il y a d'ailleurs une question là-dessus. Et donc on reviendra là-dessus. Et également, la perspective est claire. C'est d'abord la lutte contre la fraude, les mesures d'atténuation maintenant de la tension des trésoreries de la société, assurer la continuité des services sur l'ensemble du territoire malien, et aussi étendre notre réseau sur des zones qui ne sont pas encore couvertes par la desserte d'électricité. Vous aurez à le constater, bientôt nous serons à Yélimani, dont les travaux sont en cours et que la fin est très prochaine. Nous serons à Kolokani, les travaux sont en cours, à Debougou et puis Séribala aussi, les travaux sont terminés, nous serons là-bas. Donc c'est ça notre objectif, et avoir une électricité garantie et avec une continuité des services sans faille. D'accord. En ce mois de Ramadan, les Maliens se plaignent des coupures d'électricité. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi ces coupures interviennent aux heures critiques de ce mois béni, à savoir à l'aube, par exemple, à la rupture ou pendant les heures de prière de la nuit. Est-ce que EDEM ne peut pas aménager ces horaires-là pour permettre à nos fidèles musulmans de se sentir mieux? Je vous remercie. Effectivement, je pense que l'occasion m'est donnée d'expliquer un peu que nous sommes un vendeur d'un produit. Donc nous n'avons aucun intérêt à priver les clients de ça. Parce que plus on prive les clients d'un produit, c'est que nous ne facturons pas. Donc ça veut dire que c'est un manque à gagner pour la Société Énergie du Mali. Donc aujourd'hui, je présente mes excuses à tous les clients de l'EDM. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons quelques problèmes qui sont dus à plusieurs aléas qui sont en cours d'être maîtrisés. Il s'agit parce que nous avons aujourd'hui deux axes d'approvisionnement très importants de la Société Énergie du Mali. Il y a l'axe qu'on appelle l'électricité qui vient de Manantali. Il y a aussi l'axe qu'on appelle l'électricité qui vient de la Côte d'Ivoire. À un moment, nous avons tenté d'interconnecter ces deux réseaux, comme j'ai eu à l'annoncer au mois de février, qui malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, à ces moments, tous les jours vers 22h, tout le réseau s'écroulait. Donc nous avons mis une task force entre les différents pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina et le WAP, pour analyser une équipe d'experts de ces pays se réunissent et ils sont en train de faire le tour de l'ensemble de nos installations au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour comprendre et corriger cette imperfection qui se passe sur le réseau. Donc nous avons décidé, les sociétés de la sous-région, d'encore séparer le réseau pour permettre à ce que maintenant que les défauts qui viennent d'un autre côté ne puissent faire tomber les réseaux de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Donc ces actions sont en cours et des études sont en cours et les essais sont en cours qui permettent à ce qu'on corrige ça. Ce qui arrive, qui est difficile, c'est que nous sommes, comme vous l'avez dit, à un mois de Ramadan très béni, etc. C'est que les charges augmentent à partir de 18 heures. Parce que les gens ont un besoin très élevé d'électricité. Donc ces charges augmentent jusqu'à arriver à une certaine limite des contraintes même de nos lignes même de transport. Donc ça crée souvent des déclenchements. Quand vous constatez, ça arrive à partir de 18 heures jusqu'à 23 heures, etc. Et après ça se stabilise. Ça se trouve que les charges commencent à baisser parce que les gens ont moins besoin d'électricité, etc. qui crée
ces désagréments. Chose qui n'est pas normale. Chose qui n'est pas normale parce que nous sommes une société d'électricité. Nous devons être capables de servir la nation. Nous devons être capables maintenant d'être à l'écoute de nos clientèles et permettre de leur donner un service de qualité, comme je l'ai dit. Mais il faut comprendre que nous venons de très loin. Nous venons de très loin parce que tout ça est dû à des manques d'investissement qui sont passés dans le temps, que nous sommes en train de refaire tout à travers un plan qu'on appelle plan de stratégie et de perspectives de sortie des crises de la société. C'est ces plans qui définissent tous les scénarios nécessaires pour que l'EDEM puisse sortir de ça et compter sur ses propres moyens de production. Aujourd'hui, nous avons également un second problème qui est là. Le second problème, c'est que avant, à partir de janvier, l'EDEM avait en son sein environ 110 mégawatts de centrales de location, qui représentaient à peu près 30 à 35% de la capacité de l'EDM. Donc, ça, c'est des actions qui ne nous permettent pas d'avoir nos propres moyens de production. Quand vous louez, vous n'avez plus d'argent pour faire des investissements, parce que tout l'argent que vous engagez, vous payez ces locataires de centrales, etc., qui nous coûtent excessivement cher. Donc, nous avons décidé de réduire de façon graduelle pour que nous puissions sortir de ces locations et aller vers des sources propres de production qui appartiennent au Mali et qui appartiennent à tous les Maliens, comme vous et moi. Parce que l'EDEM, c'est un patrimoine national. Il n'appartient pas au directeur général, mais il appartient au peuple. Donc, ce patrimoine national, nous avons décidé d'aller vers ça. Donc, en mois de février, nous avons arrêté 20 mégawatts pour réduire ça. Et puis, il y avait des centrales de location à Dakar que nous avons arrêté. Et à partir du mois de mai, on avait à peu près 80 mégawatts sur le réseau. Il y a l'un des fournisseurs dont nous avons également des problèmes de paiement, a décidé d'interrompre la fourniture de services. Et cet arrêt a engendré des petits problèmes parce que ça permet maintenant d'avoir plus de contraintes sur l'ONU parce que lui, il permet d'évacuer de l'énergie facilement. Et depuis le 17 mars, quand vous le constatez, sinon on a passé le mois le plus compliqué au Mali, qui était la période de chaleur, sans problème majeur. Donc maintenant où il n'y a plus de cette période de chaleur, il n'est pas compréhensible que nous ne soyons pas capables de produire. C'est dû parce qu'il y a eu des centrales qui ont été arrêtées, parce que nous sommes en train de renégocier ce contrat, parce qu'aujourd'hui, la façon dont le contrat est fait, ça génère beaucoup d'argent pour la société dont nous n'avons pas la capacité financière de payer. Si on continue à faire ça, croyez-moi que dans 2-3 ans, nous allons être dans un problème très grave. Donc nous avons décidé, comme des responsables, de demander à ce qu'on revoie ce contrat. Et la révision de ce contrat a engendré l'arrêt d'abord pour qu'on puisse voir. Parce qu'aujourd'hui, ces centrales qui sont au Mali, qu'on appelle les centrales de location, que vous le fassiez, c'est comme une voiture. Quand tu loues une voiture, que tu roules, que tu ne roules pas, tu payes les frais de location. C'est exactement le même principe. Ces centrales sont là, coûtent excessivement cher, mais si nous décidons de ne pas les tourner, malgré qu'on ne les tourne pas, on paye des charges qu'on appelle la charge mensuelle fixe, qui s'élève à beaucoup d'argent et qui nous enlève toute notre capacité de refinancer le projet d'investissement propre à la Société énergie du Mali. Raison pour laquelle nous avons dit que nous allons renégocier ces packages avec eux pour que nous puissions renégocier afin que nous puissions tirer nous aussi le profit de ça et non que nous soyons toujours là en train de donner l'argent alors qu'au fond, on a des difficultés. Donc, nous sommes en cette phase de négociation. L'opérateur a décidé d'arrêter pour le moment pour qu'on puisse voir clairement. C'est ça qui crée aujourd'hui ces désagréments qui sont là, que nous-mêmes nous vivons. Nous vivons tous les jours parce que, croyez-moi, quand il n'y a pas de courant chez M. Diakité, le DG de l'EDEM ne peut pas rester tranquille. Il est obligé, avec ses équipes, de tout mettre en œuvre pour que nous puissions vous donner votre satisfaction, qui est ça. Comme je l'ai dit, chaque kilowattheure non produit n'est pas facturé. Donc, réellement, nous sommes une société qui cherche, qui vend de l'électricité et qui veut aller chercher son argent. Mais malheureusement, si tu ne produis pas, tu ne payes. Il n'y a pas à recouvrer. Donc, ce n'est pas réellement des moments choisis pour nous
de priver les gens de ce produit qui est le produit de l'électricité. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés en plus de ce que vous évoquez tantôt? Telles que? Je demande si, en plus de ce que vous évoquez, l'EDEM connaît aujourd'hui d'autres difficultés. Oui, nous avons beaucoup. C'est-à-dire que c'est une société qui est, comme vous le savez, c'est une société, c'est l'une des sociétés même, je le dis, de la place, qui engage chaque année un taux de croissance de plus que 12 à 13%. Vous allez voir à Bamako aujourd'hui, quand vous sortez de Bamako, aller vers Sénou, aller vers Yamana, vous allez voir des quartiers qui se créent. Et tous ces quartiers qui se créent ont d'abord un besoin d'électricité. Donc, il faut que l'EDEM étend le réseau pour aller vers toutes ces zones. Et partout où nous sommes dans notre périmètre, nous sommes obligés, dans la création de l'urbanisation de la ville, de l'accompagner pour que réellement les gens puissent avoir des services sociaux de base, tels que l'électricité. Et également, il y a des difficultés. Aujourd'hui, la fraude représente un grand problème pour la société énergétique. Il y a une question là-dessus. Voilà, donc ça aussi, c'est une difficulté qui nous plombe. Vous payez votre facture, moi je paye ma facture, mais il y a des gens qui ne payent pas. Mais ils ne sont même pas vus parce qu'ils volent l'électricité. Et ça aussi, ça ôte à la société sa capacité d'investissement parce que réellement, ce qui est volé est très élevé. Entre la production et puis l'énergie facturée, nous avons à peu près une perte d'environ 21%, qui ne sont pas réellement, qui ne sont pas seulement que des pertes dues à la fraude, mais il y a aussi des pertes techniques qu'on peut maîtriser, qu'on est en train de corriger. Mais tout ce qui est perte, tout ce qui est fraude représente un grand problème pour la société énergétique, sur lequel des actions sont en cours pour y remédier. D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. On parle d'accord client et climat, on parle de COP21, etc. Qu'est-ce que l'EDEM fait dans ce sens-là? Exactement. C'est qu'aujourd'hui, les énergies qu'on appelle les énergies non conventionnelles, je dirais que nous sommes le Mali, je ne dirais pas que la société énergie du Mali, je dirais que le Mali est un précurseur dans ce domaine. C'est la plus grosse centrale solaire, si ma mémoire est bonne, a été au Mali à Diré, qui était 5 kW. Le Mali a développé les centres régionaux des énergies renouvelables qu'on appelle les CRES, qui étaient là, etc. Et que on a toujours été précurseurs de ça et nous sommes toujours aux aguets de ces nouvelles technologies. Actuellement, quand nous regardons dans notre mix énergétique, on est en train d'hybrider des centrales, telles que la centrale de Oulé-Sébougou. C'est une centrale qui marche avec du solaire et une partie du diesel. Aujourd'hui, tous les projets de développement de la société énergie du Mali vers les centres de l'intérieur sont toujours des centrales hybrides. Solaire, diesel. Parce que dans la journée, il y a du soleil, on profite du soleil. Et la nuit, il n'y a pas de soleil, donc on marche avec du diesel. Aujourd'hui, il y a à peu près quelques centres tels que Djema, Djema, Asongo, Nara, Bankas, Koro, Tomia et Wole-Sébougou sont tous des centrales, sont tous des centrales hybrides. Donc, une partie photovoltaïque et une partie diesel. Également, le Mali, avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau, a signé aussi des protocoles pour développer certains projets très importants dans le domaine solaire. Notamment à Ségou, qu'on appelle Scatec. Ségou Solar maintenant, c'est une centrale de 33 MW qui sera installée là-bas, tout en photovoltaïque, pour permettre à ce que nous puissions injecter directement sur le réseau. Akita aussi, on a signé aussi un contrat avec des promoteurs pour installer 50 MW là-bas. Sikasso aussi, c'est prévu d'installer 50 MW et Koutchala 25 MW. Et pour dire aujourd'hui que les énergies renouvelables, hormis le photovoltaïque, il y en a aussi qui existent, parce que l'eau aussi est une énergie renouvelable. Donc nous avons aussi des barrages. Le barrage de Sélingué et le barrage, voilà, Manantali, Soutiba, etc. Pour dire que l'EDEM est disposé et que nous sommes ouverts à développer ce genre d'initiatives qui d'abord nous permettent d'avoir une source d'énergie beaucoup plus accessible que les sources fossiles telles que le gasoil ou le HFO. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays continental.
pour dire aujourd'hui que ce qui rend notre exploitation très difficile, imaginez que 1 litre de gasoil consommé à Gao a déjà fait environ 3200 km ou 4000 km. Parce que si on prend de Cotonou, à Bamako, c'est à peu près 1800. De Bamako à Gao, ça te fait déjà 3000 km. Imaginez que chaque fois qu'on produit 1 kW à Gao, le litre de carburant a fait déjà 3000 km de voyage. Donc ça coûte excessivement cher ce genre de technologie aujourd'hui pour le Mali, les gasoil et les HFO, parce qu'ils ne sont pas produits au Mali. Ils sont transportés ailleurs. Le coût du transport au niveau du prix du gasoil aujourd'hui est très élevé. Donc tout ça rend un peu l'opération très difficile. Et chaque fois aussi qu'il y a des retards ou des grèves au niveau des transports, etc., ça génère beaucoup d'imprévus dans notre process de production. Donc voilà comment on appelle, notre soutien au développement des énergies non conventionnelles que vous appelez toujours les énergies renouvelables. Et par rapport à la crise du Nord, comment se porte le réseau dans cette partie du territoire? Et je crois que votre ministre a été à Kidal. C'était par rapport à l'avènement des services sociaux de base. Est-ce que vous avez déjà pris les dispositions pour que l'électricité soit à Kidal? L'électricité a toujours été à Kidal. Jusqu'à présent, il y a l'électricité à Kidal. Et comment vous gérez le réseau? C'est là que nous sommes en train de travailler pour vraiment... Aujourd'hui, après la crise, nous avons été dans ces zones. À l'époque, j'étais le directeur de la production. Juste après la crise, nous avons été dans ces zones pour pouvoir maintenant remettre les services en marche, notamment à Gao, Tombouctou, Diré, Goundam, Niafunké. Nous sommes partout où on était avant. Aujourd'hui, on a construit une très belle centrale à Tombouctou et qui fonctionne actuellement. Et Tombouctou ne connaît pas de délestage. Et réellement, les services c'est très bien. Nous avons fait un projet aussi à Gao. Et nous avons aussi installé de nouveaux groupes aussi à Niafunké. Nous sommes en train de développer, amener des groupes à Goundam, à Diré, et Goundam aussi, etc. Nous sommes là-bas. Donc le service se passe normalement bien, parce que on a des compteurs qu'on appelle le compteur par prépaiement, que les gens peuvent payer à distance. Malgré ça, nous avons une présence physique de nos équipes dans ces zones. Et aujourd'hui, nous sommes en contact aussi avec Kidal, etc. Et nous sommes avec le ministère de l'Énergie, avec l'appui des autorités, de remettre un service de qualité à cet endroit lors de ce qui a été prononcé par le ministre lors de notre tournée ensemble. J'étais à Kidal pour aller moi-même me rendre compte de l'état de nos équipements et de voir maintenant dans quelle perspective nous pouvons maintenant remettre le service. Les actions sont en cours pour Kidal et ça ne va pas tarder et que très bientôt aussi, tant que les conditions seront réunies, notamment en termes d'investissement, etc., nous aurons l'électricité normalement comme les autres régions du Nord. Merci bien. Donc il y a beaucoup de vos clients qui ont été victimes d'escroqueries, d'individus qui se font passer pour des agents d'EDEM, dont j'ai fait partie, j'ai été victime, ou encore des agents d'EDEM qui se livrent à des pratiques souvent malhonnêtes sur le réseau. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur, les gens sont inquiets. Comment vous sévissez contre ces genres de comportements? En tout cas, je peux vous rassurer qu'aucun comportement déviant de la part d'un agent de l'EDEM ne sera toléré. Aucun. Et nous n'allons pas on va pas tergiverser sur ça. Et là, des actions sont en cours. Et aujourd'hui, tout agent qui se fait appréhender, on demande aussi aux clients, si vous avez vu des comportements des soi-disant agents de l'EDEM qui sont peut-être pas des agents EDEM, signalez-les au niveau des agences les plus proches. Signalez-les. Ils viennent avec les tenues de vos agents, tout. Vous savez, dans ces pays, on peut tout avoir. Autant qu'on peut avoir des tenues militaires alors qu'on n'est pas militaire, c'est que réellement les tenues de l'EDEM aussi, c'est facilement qu'on peut porter ça et puis aller s'adonner à des règles. En tout cas,
il y a déjà des poursuites. Il y a des gens qui se font arrêter, qui se sont fait arrêter. Et au niveau de Niamakro, les instructions, je ne veux pas rentrer au secret de la justice, l'action est en cours, etc. au niveau de la justice, où il y avait même des bureaux. Ils se faisaient représenter comme des agents IDM. Et donc, lorsque nous avons appris le problème, on a agi avec les autorités compétentes telles que la police, etc. Et ces gens sont sous le verrou. Et le même phénomène existait au niveau du marché de Debanani, où ces gens sont sous le verrou. Et les complicités, s'il y en a, et les complicités internes aussi, feront le même fait. On ne va plus tergiverser tout ça. Et aujourd'hui, les actions d'assainissement sont en cours au sein de la Société énergétique du Mali, avec l'appui des partenaires sociaux tels que les syndicats. Nous travaillons ensemble pour que réellement les comportements déviants puissent s'arrêter. Vous avez arrêté combien d'individus dans ce sens? Oh, il y en a beaucoup, hein, parce que il y avait, je pense que il y a, dans le réseau de Macron, il y avait quand même une dizaine. En fait, c'est des dénonciations, parce que quand vous arrêtez un, il va dire que je ne suis pas seul, je le fais avec telle personne. Donc, il y a l'action pénale et puis l'action publique qui suit son cours. Nous avons porté plainte. Donc là, la police est en train de mener des enquêtes. Je remercie vraiment de l'accompagnement des autorités sur ce point, notamment la police et la gendarmerie, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent avec tous les moyens qu'ils disposent pour nous permettre vraiment qu'on mette fin à ces bandits qui sapent le moral des gens et qui ternissent l'image de la Société énergétique du Mali. Donc, sur ce point, il y a aussi, partout qu'il y a des cas de fraude comme ça constatés, on a un département dédié uniquement à la lutte contre la fraude, qui est le département contrôle des abonnés. Donc souvent, il faut que les gens comprennent, quand ce département il passe chez nos clients, c'est pas pour aller dire que vous êtes des voleurs, c'est pour contrôler. Pour voir réellement est-ce que quelqu'un n'a pas touché à votre compteur, etc., comment il faut utiliser, etc. Mais qui détecte aussi des cas d'anomalie sur le compteur et qui corrige. Voilà, en gros, en tout cas, les actions qui sont en cours, c'est la lutte implacable contre la fraude. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie gaspillée ne vous servira pas, ne me servira pas, mais servira maintenant à des individus qui va faire tout pour que la société puisse être maintenant aux ténèbres de son époque. Des choses que nous ne souhaitons pas et que vous au moins nous ne souhaiterons pas. Et nous souhaiterons quand même que nos enfants, nos frères puissent étudier normalement, que nos amis, nos papas, etc. puissent aller au travail normalement, en ayant de l'électricité. Mais à cause des gens qui volent, on prive. Vous et moi qui payons notre facture, au profit de eux qui ne payent pas, en utilisant d'autres moyens, etc., mais qui créent même des problèmes même sociétaux, des problèmes sociétaux dans ce pays. Voilà. Mais oui, c'est cette affaire de compteur, sous-compteur qu'on voit à travers Bamako, où quand vous êtes dans une famille, le propriétaire de la cour vous revend le kilowatt souvent à un prix un peu exorbitant. Et comment vous êtes en train de lutter contre cette pratique? Exactement. Normalement, la loi n'autorise pas d'autres personnes à vendre l'électricité sur le périmètre de l'EDM si ce n'est pas la Société énergétique du Mali. Mais il faut comprendre une chose. Nous avons un point de livraison. Quand vous demandez un compteur, vous amenez tous les éléments, on vous installe un compteur, mais nous ne rentrons pas dans vos installations internes. Nous ne rentrons pas dans vos installations internes. C'est qu'aujourd'hui, c'est vous-même, à votre plein gré, qui décide de voir telle chambre, j'installe des comptages. Mais en aucun cas, l'EDM n'est responsable de ça. C'est pas normal. C'est pas normal que les gens puissent revendre un produit d'électricité plus cher que les tarifs de l'EDM. Et c'est pas normal que d'autres personnes puissent vendre de l'électricité sur un périmètre concédé à un opérateur. Mais tout ça, nous ne pouvons pas le savoir. C'est comme des gens qui le font. C'est parce que qui doivent le dire. Est-ce que si ces gens-là sont dénoncés, ils peuvent être arrêtés? Si, il faut que maintenant, que c'est pas nous normalement. Quelle est la preuve que réellement qu'ils vendent de l'électricité?
Nous sommes dans ça, c'est à l'interne. À l'interne, nous sommes dans un état de droit. Oui. Moi, je peux aujourd'hui même ici installer un petit sous-compteur, mais uniquement pour un besoin de comptage, mais pas un besoin de facturation. Donc, il faut que réellement que c'est pas normal. Maintenant, nous vendons le kilowatt à tel prix. Celui qui donne à son locataire, il les vend à des prix plus élevés. Mais nous avons facilité tout ça en installant les compteurs qu'on appelle les compteurs ISAGO par prépaiement. Mais donc, si les locataires sont là, ils peuvent demander leur compteur avec l'accord du propriétaire, installer ces compteurs ISAGO et même ils vous approvisionnent. D'où l'objectif maintenant de la mise en place de ce compteur qu'on appelle le compteur par prépaiement. Ça règle tout le problème. Aujourd'hui, nous pensons réellement que le phénomène est en train de disparaître au profit de ces compteurs. Parce qu'avant, les gens mettaient les compteurs conventionnels, ils revendaient l'électricité parce qu'ils disaient que est-ce que l'autre va payer, etc. C'est lui qui doit ramasser l'argent pour aller payer. Mais cette fois-ci, avec les prépaiements, chacun a son compteur, il met son crédit, il recharge comme il veut, à sa convenance. Donc ça règle le problème en grande partie. D'accord, mais malgré les efforts de l'État, les Maliens pensent que le prix du kilowatt est toujours cher. Est-ce que il y a en vue des possibilités de pouvoir réduire encore le prix? Réduire le prix actuel? Oui. Ça c'est une très bonne question. Effectivement, quand nous regardions, nous pensons réellement que nous avons le kilowattheure le plus cher. Chose réellement qui n'est pas exactement le cas. Je vous ai expliqué tout de suite. Quand vous prenez les centrales thermiques au Mali, chaque kilowattheure produit est produit avec du gasoil ou du HFO. Et chaque litre de gasoil a déjà fait entre 1600 à 3000 km de trajet pour venir. Donc ça, c'est un coût très élevé. Et également, nous sommes tributaires des coûts de baril du marché, qui peut flamber, comme vous conviendrez avec moi, que à plusieurs fois on parle de coût de kilowattheure, mais ce qui rentre dans la production de ce kilowattheure-là sont des produits qui viennent d'ailleurs. Donc tout ça, ça prend du coût, etc. Mais l'État est en train de travailler. L'État est en train de travailler, etc. pour que réellement nous puissions voir ensemble une adéquation tarifaire. Mais aujourd'hui, c'est que les tarifs de l'électricité, pour vous rassurer, c'est en toute transparence, le tarif n'est pas fixé par la Société Énergie du Mali. Il est fixé par la Commission de régulation d'eau et d'électricité, qui est l'arbitre entre l'EDM et puis l'autorité. C'est eux qui regardent réellement quel niveau de tarif il faut pour permettre à la société. Mais l'État fait des subventions pour que ça puisse revenir à moins cher aux consommateurs? Non, l'État fait des subventions, parce qu'aujourd'hui l'État fait des subventions pour permettre à ce que nous puissions même vendre à ces tarifs. Les tarifs que vous achetez aujourd'hui, le kilowattheure est subventionné. Chose que le FMI ne veut pas. Oui, non, c'est pas chose que le FMI ne veut pas, c'est que c'est très difficile quand vous regardez la péréquation. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, le kilowattheure n'est pas le plus cher, parce que le coût moyen de production, c'est 130 francs le kilowattheure. Et le coût moyen de vente, c'est 99 francs. C'est-à-dire nous produisons à 130 francs et nous vous vendons à 99 francs. Et l'État nous appuie, parce que vous savez, quand tu achètes un produit que tu vends à ce prix, tôt ou tard, tu vas disparaître. Donc, l'État nous appuie à travers des subventions pour nous permettre à ces prix que nous puissions être capables maintenant de passer les étapes. C'est ça qui devient une équation très difficile, parce que chaque fois que les prix du baril augmentent, etc., ça fluctue. Mais nous sommes obligés de garder la linéarité des prix. Il est constant, etc. Vous voyez toujours au niveau des pompes, des stations, à chaque fois, vous voyez, il y a des augmentations, il y a des fluctuations de prix. Mais choses que vous ne voyez pas, l'électricité, alors que l'électricité est produite à la base aussi, 55% de l'électricité du Mali est produite à la base aussi de ces mêmes produits.
mais qu'on ne fait pas répercuter, etc., ces fluctuations au niveau de la clientèle avec l'appui des plus hautes autorités. Et je pense que c'est un mécanisme qui fonctionne, mais qui a besoin d'être aussi perfectionné et que nous sommes en train de travailler sur ça. Aujourd'hui, on est à combien % de couverture du territoire et de l'électricité d'une manière générale? Le taux d'accès à l'électricité, y compris, bon, je parle tout. Le taux d'accès aujourd'hui de l'électricité tourne autour de 35%. 35% du territoire national. Le tout, oui. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, que tout le territoire soit couvert? C'est l'objectif des plus hautes autorités. Et pour y arriver, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme vous le savez, quand vous regardez... Puisqu'on a le soleil un peu partout. Exactement, nous avons le soleil un peu partout. Mais la nuit, il faut comprendre que si on fait le tout solaire la nuit, il faut chercher aussi le tout diesel pour pouvoir compenser le soleil. C'est l'objectif, hein. C'est l'objectif des OMD. L'objectif du millénaire, c'est que réellement le taux d'accès de l'électricité doit être augmenté. D'où, quand vous regardiez entre 1960 et maintenant, vous allez voir que réellement que là, le taux d'accès est en train d'augmenter, etc. Je vous ai dit tout de suite que nous allons récupérer d'ici 2 mois de nouvelles localités telles que Yelimani, Kolokani, on est à Debougou et puis à Sidibala. Donc, vous voyez, ça s'arrête pas. Mais on va avec les moyens qui existent pour que nous puissions faire maintenant petit à petit l'expansion du réseau pour maintenant que d'ici un horizon pas très loin, que nous puissions avoir un taux d'accès de l'électricité sur l'ensemble du territoire malien. C'est un objectif des plus hautes autorités et nous nous inscrivons dans cet objectif, y compris aussi la Madère et d'autres sociétés aussi d'opérateurs d'électricité pour développer ça. Alors, est-ce que vous avez un dernier message? Je remercie l'ensemble du peuple malien de leur compréhension et présenter nos excuses par rapport aux désagréments causés, notamment dans ce mois béni de Ramadan et sur le coupure qui se passe. Et que nous travaillons pour vraiment circonscrire ce problème. Tous les efforts sont là et nous sommes en train de travailler, Inch'Allah, ensemble. Nous allons sortir la tête de l'eau pour que tous les peuples maliens puissent avoir cette électricité, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci bien. Merci aux collaborateurs aussi. Merci à nos internautes, tout. À la prochaine. Merci.